Souveraineté et autonomie alimentaire des territoires, renouvellement des générations, agriculture rémunératrice et adaptée au dérèglement climatique, transition agroécologique. Au sein du groupe socialiste du Sénat, nous sommes parfaitement conscients des nombreux enjeux auxquels doit faire face notre modèle agricole. Nous débattons aujourd'hui de l'avenir de ce modèle et nous aurons certainement à examiner dans quelques semaines une loi d'orientation agricole, car oui, il est indispensable de fixer un cap clair et précis pour les années à venir. L'avenir, donc, Madame la Ministre, passera par une formation agricole à la hauteur de nouveaux enjeux. Au-delà de la création d'un bachelor agricole qui viendra directement concurrencer des licences professionnelles existantes, il est indispensable d'améliorer et de valoriser les qualifications des enseignants par la création d'une agrégation propre, de garantir la pluralité, que ce soit au sein des équipes pédagogiques ou dans les équipes experts associés, et bien sûr, de mettre des moyens supplémentaires pour favoriser les expérimentations. Nous serons très attentifs à ces questions lors de l'examen de la future loi, dont l'intitulé semble encore évoluer. Après l'enseignement, il y a bien sûr l'enjeu de l'installation, dans ce contexte de renouvellement des générations. L'idée d'un guichet unique par département peut être positive, mais elle nécessitera une grande coordination avec les autres instances, et tout particulièrement avec les chambres d'agriculture, et surtout un cadre ouvert pour donner la priorité à l'installation, même pour les personnes non issues du monde agricole. Cet enjeu ne peut bien sûr pas être traité sans parler du foncier agricole. Nous appelons depuis de nombreuses années, avec mes collègues du groupe socialiste, à une grande loi du foncier agricole. Dans ce cadre, il est indispensable de redonner des moyens d'agir aux SAFER, qui devront en retour renforcer leur impartialité et leur transparence sur les données. Il apparaît également indispensable de lutter contre les agrandissements excessifs et contre la mainmise prise par certaines sociétés privées dans le domaine du foncier agricole. Ensuite, il y a bien sûr l'indispensable question du revenu agricole, chers collègues Duplomb, et je réitère au nom de mon groupe la nécessité d'une commission d'enquête sur ce sujet pour que la lumière soit faite et que nous puissions enfin agir avec des données actualisées. Les agriculteurs veulent avant tout vivre de leur production et ne pas être dans un système de compensation permanente et de réaction aux différentes crises. Malgré les lois Egalim, l'éternelle question de la répartition de la valeur entre les industriels, la grande distribution et les agriculteurs reste malheureusement bien présente. À titre d'exemple, on peut citer les difficultés traversées par l'agriculture biologique, pour laquelle on répète sans cesse qu'elle décroche car la demande ne suit pas. La question des surmarges réalisées par les distributeurs, estimées à 46% par UFC, par 46% du surcoût du bio par UFC Que Choisir, est pourtant beaucoup moins évoquée, comme par hasard, et devrait être davantage traitée pour aider des agriculteurs qui ont fait le choix courageux de la conversion. L'idée d'une Egalim européen pour encadrer les activités des centrales d'achat européennes est intéressante, mais elle méritera une véritable coordination pour assurer le contrôle et les sanctions. Concernant les aides PAC, nous considérons qu'il y a également un logiciel à revoir, d'autant plus si l'élargissement de l'Union européenne se confirme. La France doit avoir le courage politique de porter un plafonnement des aides PAC pour induire davantage de justice sociale dans ce système, comme l'a fait l'Espagne, et surtout de proposer une véritable modulation des aides entre les filières en fonction d'évolution des cours, comme c'est le cas aux États-Unis avec les aides contracycliques. Ce sujet nous amène à la nécessité d'accompagner les agriculteurs pour assurer la transition de notre modèle. J'ai été agriculteur pendant plus de 20 ans et j'ai bien conscience que les injonctions ne sont pas toujours faciles à accepter. C'est la raison pour laquelle les pouvoirs publics doivent se positionner comme des accompagnateurs pour la transition agroécologique. C'est indispensable pour la santé des agriculteurs, pour leur activité qui est très fortement impactée par le dérèglement climatique et pour la préservation de la biodiversité. Le succès des mesures agro-environnementales et le nombre d'installations en bio prouvent cette volonté de changement, mais il faut que l'État suive avec des moyens suffisants. La réaction tardive pour rehausser l'enveloppe des MEAEC montre que cela est possible. Il est également essentiel de rémunérer l'ensemble des services environnementaux rendus par les agriculteurs avec une véritable politique pour relancer les paiements pour les services environnementaux, les fameux PSE. La question du bien-être des paysans est également centrale. Bien que le crédit d'impôt remplacement ait été amélioré ces dernières années, nous appelons à une prise en charge à 100% qui paraît pleinement justifiée au regard du rôle nourricier joué par les agriculteurs. Enfin, les accords de libre-échange pour lesquels nous demandons collectivement des clauses miroirs sur les aspects environnementaux et sociaux seront également au cœur des débats. Comme nous l'avions demandé lors de l'examen de la résolution sur le Mercosur, nous voulons de la clarté sur les évolutions des négociations au niveau européen et de la fermeté de la part de la France pour ne pas accepter un accord dangereux pour nos agriculteurs et les consommateurs français et européens. Mes chers collègues, l'avenir de notre modèle agricole passera par ces considérations,
par des exploitations à taille humaine, plus facilement transmissibles et qui permettent une juste rémunération et le bien-être des agriculteurs, par une révision de la PAC pour davantage d'équité et surtout par un accompagnement des agriculteurs vers une indispensable transition. Madame la ministre, j'espère que vous entendrez avec sérieux nos différentes propositions. Le monde agricole français et européen traverse une crise profonde. Le mécontentement des agriculteurs est immense. S'agissant de la viticulture, les viticulteurs nous ont alertés sur l'ampleur de la crise viticole et l'urgence à déployer des mesures d'accompagnement pour ceux en difficulté. Durant des mois, avec mon groupe, ici au Sénat, nous n'avons eu de cesse d'interpeller le gouvernement en multipliant les interventions à cette tribune. Les échanges ont même été parfois très tendus. Hélas, chaque proposition faite a été rejetée par le gouvernement. Sourd jusqu'à présent, mais confronté au mouvement de revendication des viticulteurs, le ministre de l'Agriculture change de paradigme en multipliant les annonces pour éteindre les braises de la colère. D'un seul coup, un fonds d'urgence de 80 millions d'euros a finalement été mis en place pour accompagner les viticulteurs en difficulté. Nous prenons acte de ce geste, mais qui vient bien tardivement et qui n'est pas suffisant. Par exemple, seulement 4,8 millions d'euros sont annoncés pour mon département de Vaucluse pour indemniser 1,2 million d'hectolitres de Côtes-du-Rhône sur un total de 3 millions d'hectos en cuve au plan national, malgré 3 distillations successives. Nous demandons que tous les besoins de distillation soient totalement pris en compte immédiatement. Nous prenons acte de la volonté du gouvernement en matière de restructuration du vignoble, mais avec quelle perspective ? Espérons que les démarches auprès de la Commission européenne permettront de sortir très vite du carcan des règles de minimis et de la moyenne olympique. Nous attendons encore des réponses en matière d'aide au stockage privé et au déploiement de l'année blanche bancaire, ainsi que le rééchelonnement des PGE pour les caves coopératives. Nous réclamons des actes très forts et courageux pour nos viticulteurs en détresse. Autre source de mécontentement, la lavandiculture. Comment comprendre que le reliquat des 4 millions d'euros sur les 10 d'aides votées par le Sénat ne soit toujours pas versé aux lavandiculteurs ? La cerise, filière française de cerises de bouche et d'industrie, est en péril absolu. La protection par filet n'est pas une véritable méthode alternative pour lutter contre les ravageurs. Comme vous le savez, il faut agir vite. La filière se meurt, un savoir-faire va disparaître. Par ailleurs, le Vaucluse est le premier département producteur de truffes. Sa culture est aléatoire, capricieuse et peu structurée. Pourquoi continuer à ne pas soutenir son développement, notamment en promouvant un projet de statut des exploitants ? Sur le volet prédation du loup et de la survie du pastoralisme, la filière manque de moyens et le nouveau plan loup ne répond pas pleinement aux attentes de nos éleveurs. Pour conclure, et pour être à l'écoute des organismes de recherche sur mon territoire, tous mettent en avant la nécessité de développer la recherche de solutions alternatives aux produits phytosanitaires retirés trop rapidement, que ce soit ITP-MAI, l'INRAE d'Avignon-Montfavet ou celui de Sophia Antipolis. Je me permets de vous demander une nouvelle fois, monsieur le ministre, madame la ministre, de débloquer des crédits massifs de recherche pour nos filières agricoles, comme le réclament ces instituts de recherche et le monde agricole. Il faut une politique agricole beaucoup plus ambitieuse dans tous ces domaines.